Salut, alors aujourd'hui on va un petit peu s'occuper de voir la manière de souder des composants en surface sur un circuit imprimé. Donc là je vais prendre un exemple d'un petit circuit double face qui contient un mélange de trous traversants et de CMS. Et donc là je vais montrer un peu, histoire de démystifier un peu le truc, montrer un peu comment je peuple ce genre de truc en utilisant essentiellement un fer à souder à air chaud. Alors, le but, c'est de montrer à quel point, finalement, ce n'est pas si compliqué que ça, pour peu qu'on prenne quelques précautions, qu'on choisisse les bons éléments et qu'on fasse pas un peu n'importe quoi. Alors, il n'y a pas besoin d'investir un matériel considérable, mais bon, il y a juste quelques points sur lesquels disons, faut faire un peu attention et il y a quelques choix qui permettent de simplifier la tâche et de minimiser les risques. Donc, voici disons, la plaque sur laquelle on va s'attarder. Alors, c'est une plaque double face, il y a des composants des deux côtés. Ça, bon, c'est une plaque du bureau, comme je dois la peupler, ben, je vais en profiter pour le montrer là. Alors ça, en gros, c'est une plaque supplémentaire qui vient se greffer sur un automate qui rajoute des entrées-sorties 24 volts industriels. Donc ici, en fait, on voit il y a quelques circuits qui sont essentiellement des registres à décalage qui permettent d'acquérir et d'envoyer des données sur, ici, il y a des entrées, de l'autre côté, il y a des sorties, enfin bon, voilà. Donc ça, bon, c'est un circuit qui a été fait chez JLC PCB, hein, c'est un 4 couches, hein, ce qui n'a pas coûté bien cher finalement. Et donc, essentiellement, c'est du CMS avec quelques trous traversants pour les connecteurs en haut et quelques relais. Voilà, donc c'est un circuit relativement simple, mais il contient les composants habituels qu'on rencontre dans le cadre de la soudure CMS, les styles de composants qu'on rencontre. Donc, en gros, qu'est-ce qu'il y a comme composants? Ici, on a évidemment des boîtiers SO que l'on voit ici ou là. Alors ici, il y en a avec différents pas. Alors les plus simples, ce sont ceux-là, hein. Ça, c'est du pas 1,27. Alors je vais zoomer un peu dessus. Voilà. Alors ça, c'est du pas relativement large. C'est du pas de 1,27. Donc ça pourrait être fait à la main sans problème, hein. Ça, c'est le cas le plus simple. Ce sont des pattes assez larges. Ce sont des gros circuits dans les standards CMS actuels. Ici, on a une autre variante avec un pas ici qui est plus petit. Je pense que c'est un pas de 0,8 celui-là. Là, on a des réseaux de résistance au pas de 1,27 qui est relativement large. Comme il y avait la plate, j'ai préféré ça plutôt que des pas beaucoup plus serrés. Et ici, on a un circuit qui est beaucoup plus serré. C'est en pas de 0,5, ce sont les registres à décalage. C'est un boîtier SO étroit, enfin à pas étroit. Mais bon, on n'a pas vraiment de cas vraiment ultimes, genre des TQFP au pas de 0,4 comme j'en ai ici ou là. Ici, on a du SO23, ce sont des transistors. Ici, ce sont des FET, des MOSFET à déplétion. Donc, ce sont des boîtiers très courants sous forme de transistors, du SOT23. C'est à peu près le plus petit. Après, on a des composants ici, c'est du 0,805. L'essentiel des passifs, c'est en 0,805. Hein. Parce que voilà, j'ai pas beaucoup de place à certains endroits et je préfère unifier les tailles. 0,805, ça reste assez gros, même si on pourrait penser que c'est petit, mais en fait ça reste assez gros. Après, on peut facilement à la main souder jusqu'au 0,402. Ça reste tout à fait faisable, il n'y a pas de souci. Donc, maintenant qu'on a vu à peu près à quoi on va avoir affaire, qu'est-ce qu'il faut utiliser comme matériel pour souder? Alors, la première chose absolument indispensable, c'est ça. C'est une pince Bruxelles. Une seule suffit. Voici une pince universelle. Alors, celle-là, c'est ce que je conseille sans retenue, c'est la pince en céramique. J'ai des tonnes de pinces ici en métal. Hein, voilà, bon, il y a de tout. Il y a de l'acier inox, il y a du titane là. Mais le problème, c'est que les pinces en métal, de toute façon, au bout d'un certain temps, il y a les bouts qui vont se tordre, ne plus serrer correctement, etc. Donc, à la longue, en fait, elles deviennent difficilement utilisables pour prendre des petits composants. En céramique, on est sûr que jamais les bouts vont se déformer, ils vont se casser, et là, on est sûr que c'est plus bon, et ça reste toujours parfaitement jointif au bout. Donc ça, vaut mieux en avoir une comme ça que plein de pinces Bruxelles bas de gamme. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on trouve facilement maintenant des pinces Bruxelles avec des bouts amovibles en céramique parce que c'est très utilisé dans les cigarettes électroniques. Donc, il vaut mieux profiter de ça parce que c'est vraiment pas cher du tout et c'est très très supérieur à la pince Bruxelles. Donc, ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, la soudure. Alors,
Ici, dans mon cas, j'ai utilisé, non pas, ça c'est la soudure standard, donc plomb éteint. Je déconseille pour ceux qui font des protos et qui n'ont pas le matériel habituel, genre four à refusion ou choses comme ça, je déconseille d'utiliser la soudure éteint pur. C'est difficile à manipuler. Il faut chauffer plus chaud et c'est beaucoup plus risqué. La soudure au plomb, c'est beaucoup moins risqué, c'est un effet mouillant très supérieur, mais il faut quand même chauffer un peu. C'est très facile à trouver, c'est pas très cher. Pour du proto, c'est bien. Il n'y a pas besoin de four à refusion si on veut manipuler ça, ça reste utilisable sans trop de risques. Mais le risque va devenir de plus en plus élevé si les composants à souder sont gros, surtout ceux qui ont un pad thermique en dessous, parce qu'il va falloir chauffer beaucoup. On en reparlera. Moi, j'ai utilisé celle-là. J'en ai déjà parlé, c'est la pâte ici éteint bismuth qui a une température de fusion qui est beaucoup plus basse, ici de 138 degrés. Alors ça, je le conseille sans réserve. Quand on fait du proto, la soudure est d'aussi bonne qualité que la plomb éteint. Elle est beaucoup moins toxique, beaucoup moins polluante. Elle nécessite des températures beaucoup plus faibles. Elle ne coûte pas très cher. Alors, j'ouvre une parenthèse. On trouve de la soudure bismuth éteint facilement en Chine. D'ailleurs, ça, on voit d'où ça vient. Mais il y a de la contrefaçon. Il y a une marque que je déconseille absolument, je crois que ça s'appelle Mécanique ou Mechanical ou un truc comme ça. C'est du faux. De toute façon, on le voit en ligne. Celle-là, on la trouve facilement, elle n'est pas chère, ça coûte genre 10 dollars le. Ça, c'est un gros tube, c'est 100 grammes, c'est un gros tube. C'est de la vraie. Celle-là, elle fonctionne parfaitement, elles font exactement la température faite, normale, donc voilà. Donc, je vais utiliser ça. Alors, quel est l'avantage d'utiliser ces basses températures? L'avantage, c'est que, quel que soit le composant, on peut s'affranchir du fait de préchauffer le circuit. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Le problème de certains composants, lorsqu'on veut les souder sur une plaque comme ça, c'est que certains composants, ici, je n'ai pas le cas ici, mais j'ai certains composants qui ont un pad en dessous du boîtier. Il faut en retrouver dans les tiroirs, mais le problème, c'est qu'il va falloir chauffer fortement le composant pour que la soudure sous le pad puisse fondre. Donc on est obligé d'amener le composant à une température au moins égale à la température de fusion du truc en dessous. Le problème de ces pads-là, c'est que ça absorbe énormément la chaleur. Alors quand on utilise des soudures standards, genre plomb, on est obligé de chauffer longtemps la puce pour que la température la traverse et passe en dessous et chauffe la soudure et surtout le cuivre qui est en dessous, qui lui va absorber jusqu'à temps que la température monte suffisamment. Le problème, c'est que avant que le pad vienne suffisamment chaud, on est obligé de chauffer vachement plus de l'autre côté de la puce et on peut être amené à amener la puce dans des zones dangereuses. Donc, soit on chauffe moins, mais on est obligé de rester très longtemps le temps que ça traverse, soit je chauffe plus pour que ça aille plus vite, mais on a le risque de chauffer trop fort la puce d'un côté pour essayer de faire fondre la soudure en dessous. Alors comment on fait habituellement dans ces cas de figure? Eh bien, on prend la plaque et on la préchauffe, de telle sorte qu'elle soit déjà remplie de chaleur pour pouvoir juste ramener le supplément par au-dessus. Alors ça, évidemment, ça nécessite un réchaud. D'ailleurs, je crois que sur un épisode de Sirob, il montre une de ces plaques chauffantes qui sont indispensables quand on veut faire de la soudure de gros avec de l'aplomb éteint. Ou pire, avec de l'étain. On doit obligatoirement préchauffer la plaque parce que sinon, on a une trop grande différence de température à amener par au-dessus pour pouvoir faire fondre en dessous. Avec ces soudures-là, c'est beaucoup moins contraignant parce qu'on se situe à peu près 50 à 80 degrés de moins. Ça fond à 138, donc on peut travailler à 180, 200 degrés. Ce qui est tout à fait différent que de travailler à 350 comme on a l'habitude d'utiliser avec ça. Donc c'est beaucoup plus facile de faire fondre la soudure sous des composants sans risque de les détériorer par surchauffe. Le deuxième avantage, c'est que le flux qui est dedans ne va pas fumer autant que le flux qui est amené à des plus hautes températures dans le cas de ces soudures-là. Il faut toujours penser que les soudures qui contiennent du flux, forcément, émettent de toute façon de la saloperie. Les fumées du flux qui crament, c'est quelque chose qu'il faut absolument éviter. Donc, si on peut chauffer moins, éviter d'avoir des fumées de flux cramés
et avoir en plus un flux qui va rester plus longtemps, qui va rester actif plus longtemps parce qu'il ne va pas être détérioré par la température, ça n'a que des avantages. Au-delà de ça, c'est une soudure qui n'a pas de caractéristiques particulières au niveau de la manipulation. Ça fonctionne très bien, il n'y a que la température qui change et tous les avantages qu'il y a derrière. Ok ? Donc ça, je la conseille pour des prototypes, vraiment. Alors, il y a quand même des contraintes à avoir en tête. On peut le voir ici, ces circuits, c'est un circuit plaqué or, c'est-à-dire avec une dorure. Ces soudures au bismuth ne supportent absolument pas le mélange avec d'autres soudures. Elles supportent encore moins la moindre pollution au plomb. Alors s'il y a un petit peu de plomb rajouté là-dedans, la soudure devient cassante et devient absolument inutilisable. Donc il faut utiliser ça sur des circuits imprimés qui n'ont pas d'étamage, surtout de l'étamage au plomb. Déjà le pollué à l'étain est un peu embêtant, même si ça quand même, ça contient de l'étain, donc on va se retrouver peut-être avec du SN 42.5 BI 67.5. Bon, la soudure va rester quand même utilisable. Mais la plage d'utilisation de l'alliage est très restreinte pour que le mélange reste eutectique. C'est-à-dire qu'il y a un point brutal de changement de phase entre liquide et solide. Donc, il est important de ne pas polluer ça. Et le plomb, par contre, vraiment lamine complètement les caractéristiques de ces soudures-là. Donc, on ne doit surtout pas mélanger de la soudure au plomb avec ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on a un fer à souder, il faut absolument bien le nettoyer avant d'utiliser ce style de soudure. Parce que moi, j'utilise cette soudure en pâte pour faire de la soudure conventionnelle. Parce que sur un circuit, je ne vais jamais mixer deux types de soudure. Tout simplement parce qu'on a toujours la possibilité d'oublier qu'il y a des soudures, par exemple les trous traversants, par exemple ici, les trous traversants qui sont faits un peu partout. Moi, je n'ai pas de soudure au bismuth en fil. Donc, je n'ai que de la plomb éteint en fil. Donc, je vais souder, si je soude au fil, je vais foutre du plomb éteint à tout ce qui est trous traversants. Et puis, je vais utiliser mon fer à souder. Mais j'ai un petit CMS, j'ai un pont à enlever. J'ai vu qu'il y a par exemple un pont de soudure qui s'est fait quand j'ai fait la pâte à souder. Je vais prendre mon fer à souder et je vais enlever le pont. Sauf que je vais polluer la soudure avec du plomb. Et en fait, la soudure va être dégueulasse et va avoir aucune solidité mécanique. C'est extrêmement sensible à la pollution. Donc, la chose à éviter, c'est de mélanger les types de soudure au sein du même projet. Sur ce projet-là, en fait, bon là j'ai une photo à peu près du proto complet. J'ai le côté gauche qui contient l'automate en lui-même et le côté droit qui contient les entrées-sorties. Hein, là je vois simplement, j'ai une plaque ici, comme j'en ai fait faire 5, que j'ai vérifié simplement au niveau de l'encombrement dans le boîtier. Ils rentrent pile poil. Ça, je les ai fait faire, c'est un simple double face étamé au plomb. Ça coûte très très peu, mais tout a été fait à la soudure au plomb partout. Hein, j'ai pas mélangé. Mais bon, ce sont des plaques séparées, donc tout va pas être fait en même temps, donc j'ai beaucoup moins de risque de mélanger tout. Mais au sein de la même plaque, je déconseille absolument de mélanger les soudures. Parce que de toute façon, à un moment, c'est sûr qu'on va les mélanger à un moment par étourderie. Donc, il faut nettoyer le fer à souder tout le temps lorsqu'on change de type de soudure. Et pour conserver le type de soudure, je soude au fer à souder standard avec ça. C'est simple, hein, je mets des trucs de soudure près des pattes des trous traversants et puis je soude avec, ça marche très très bien. Le problème, c'est que le fil bismuth, ça se trouve, mais c'est horriblement cher, malheureusement. Mais bon, utiliser de la pâte à souder en soudure conventionnelle, ça marche, il n'y a pas de souci particulier. Donc c'est très important de garder le même type de soudure et de ne jamais polluer la soudure au bismuth par de la soudure au plomb. Voilà. Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est que j'ai des stencils qui ont été fournis. On va étaler la pâte à souder. Et puis, on va voir les opérations les unes derrière les autres pour peupler ce style de carte. Ok, donc, comment ça se passe? Simplement, la première chose à faire, c'est qu'il faut bloquer la carte pour pouvoir placer correctement le stencil. Le stencil, c'est assez précis, hein, donc il faut bien le placer. Surtout, c'est d'autant plus délicat que le pas des composants et la taille des composants est petite. Alors, si on veut faire du stencil avec du 0,2, 0,1, il y a intérêt à être super bien placé. Mais, d'un autre côté, c'est pas grave si ça déborde un peu. Faut pas trop psychoter sur la précision absolue. Vaut mieux être évidemment bien en place et ne pas être trop emmerdé après. Mais en fait, en pratique, comme on est sur des circuits avec du vernis épargne,
on est beaucoup moins emmerdé par le problème de la pâte à souder qui déborderait, etc. La tension superficielle du métal liquide, de toute façon, résout tous les problèmes. Et ce, en collaboration avec le flux. Mais bon, le but, c'est quand même que la plaque, elle, soit bien mise sans jeu. Comme ça, après, on est sûr que ça ne va pas déborder, qu'il n'y a pas des traces qui vont polluer, parce qu'après, il va falloir nettoyer la plaque là où il y aurait des traces de soudure à côté des pattes, quoi. Bon, faut bien voir que si on y va du premier coup comme ça, on est quand même nettement moins embêté après. Donc, moi j'utilise des vieux circuits imprimés, hein, on les reconnaît, hein, ce sont mes anciens circuits imprimés, donc j'en ai eu 10, alors j'en ai besoin que d'un. Là j'en ai eu 5, ben, j'en ai besoin que d'un. Hein. Donc, on va remplir celui-là. Donc, en fait, lorsqu'on commande les circuits, ben, on commande des stencils, qui sont vraiment des feuilles de métal. Alors, comme c'est des circuits assez petits, le stencil est fourni avec les deux côtés sur la même feuille. Hein, donc là, il y a un côté, et puis là, il y a l'autre. Le problème, bon, après, c'est qu'il faut couper le stencil. Donc, alors, il faut se méfier parce que c'est stencil en acier. Ça se coupe assez bien au ciseau. Hein, avec un Fiskars comme ça se coupe bien. Mais il faut se méfier parce que ça se coupe bien d'un côté. Et de l'autre côté, on a une espèce de bavure. Et en fait, il ne faut pas oublier de couper d'un côté. Ensuite, de prendre l'autre côté et recouper dans l'autre sens pour ne pas avoir de bavure. Les ciseaux, en fait, coupent bien d'un côté et mal de l'autre. Donc, il faut repasser dans l'autre sens sur la pièce pour enlever l'espèce de bavure qui va se faire. Deuxième précaution, c'est extrêmement coupant. Hein, bon, une fois qu'on s'est fait couper une paire de fois, on fait gaffe. Mais il faut vraiment se méfier, ça coupe comme une lame de rasoir, hein, ce truc, parce que c'est quand même fin. Et bon, faut méfiance. Donc, ça coûte pas cher. Hein. Vraiment, maintenant, vaut mieux éviter de s'en passer. Hein. Ça coûte 6 $ le stencil. Hein. Donc, ça permet de faire tout d'un coup et ne pas être trop emmerdé à distribuer à la seringue. Alors ça, c'est une première méthode. Hein. On peut tout à fait, à la main, mettre des petits plots de soudure ici ou là. On peut tout à fait le faire quand on n'a pas de stencil, qu'on a peu de composants à faire. Ça marche très bien. Faut pas psychoter sur l'emplacement. Le but, c'est qu'il y en ait un peu partout. Mais la première précaution, c'est que lorsqu'on a un composant comme une résistance, c'est d'essayer d'en mettre au moins autant de chaque côté. Le problème étant que quand on pose un composant sur deux plots de soudure qui sont assez dissymétriques, en fait, lorsqu'on va chauffer, surtout si on chauffe d'un côté, en fait, ça va fondre plus vite d'un côté que de l'autre, et en fait, on a ce qu'on appelle l'effet pierre tombale, c'est-à-dire le composant qui se redresse d'un côté, qui se retrouve à la verticale. Et ça arrive, et c'est plutôt ennuyeux, et c'est très emmerdant après de l'enlever, de le remettre, parce qu'il y a un côté qui a été soudé, et l'autre pas. Et on se retrouve à renettoyer le pad, remettre de la pâte pour pouvoir le faire correctement. Donc, c'est chiant à faire, et c'est uniquement quand on a peu de composants, et il faut essayer d'égaliser au mieux la pâte. Vaut mieux en mettre de trop et passer sur les deux pads en même temps d'un seul coup, plutôt que d'essayer de faire deux plots qui sont dissymétriques. Et quand on chauffe par le dessus, essayez de chauffer les pattes en même temps, pour éviter que l'un fonde avant l'autre. Ce qui fait, en fait, la tension superficielle va se faire d'un côté, il va redresser le composant. Et on voit les composants faire ça, et c'est très très chiant après à remettre d'équerre, parce qu'il faut redessouder, etc. Le stencil, lui, il minimise fortement ce genre de problème, parce que de toute façon, il va déposer une quantité de soudure qui est quand même bien uniforme partout, parce que voilà, il est fait de telle sorte que tous les trous ont une épaisseur de tôle qui est uniforme partout. Donc, de fait, on ne va pas avoir des pads qui sont pleins et d'autres qui sont moins pleins. Ça va être bien régulier, donc ça va éviter plus facilement ce genre de problème. Autre souci que ça évite, c'est que ça évite d'en mettre de trop. En général, il faut très très peu de soudure. En fait, quand on commence en CMS, on a l'impression qu'il n'y en a pas assez. Mais en fait, il en faut très peu. Il ne faut pas oublier que les composants ont déjà de la soudure sur leur pâte, et on a besoin d'un film extrêmement mince. En général, quand je vois des soudures de CMS faites par des amateurs, dans l'écrasante majorité des cas, il y a trop de soudure. En fait, à la limite, il n'y en a jamais trop peu. Donc, en fait, la chose la plus délicate ici, ça va être de placer le stencil bien en face des trous.
Alors, pour faire ça, il existe, moi je le mets systématiquement sur mes circuits, c'est ce qu'on appelle les fiducial. C'est-à-dire, ce sont des marqueurs. Les marqueurs, il y en a 3 ici, qui en fait orientent le circuit et se positionnent. En général, on fournit ces informations-là lorsqu'on fait faire assembler ces circuits par un assembleur qui va mettre les composants et les passer au four. Mais quand on a des stencils, on peut demander dans le stencil de mettre aussi ces choses-là dans les trous, comme ici, là et là. Ça permet de très facilement placer le stencil avec les points les plus éloignés possibles. Ça permet de le placer au mieux. Parce que si on essaie de se placer sur, par exemple, une rangée de pattes d'un circuit, on peut être aligné correctement, mais plus on s'éloigne, plus l'erreur va s'agrandir. Alors que se faire sur les trous les plus éloignés possibles du circuit, ça permet d'emblée de ne pas se poser de questions au milieu, de s'aligner là et de le faire correctement. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aligner. Alors, je vais essayer de bien viser. C'est pas forcément évident, mais il faut trouver l'emplacement. Une fois que c'est mis, donc là, j'en ai un là. On essaie d'en choper un. On essaye après de choper l'autre. Et normalement, le troisième, il se met tout seul. Alors, est-ce que je suis dedans? Voilà. Là, je suis. Alors, c'est un jeu de patience. Voilà, là, je suis bon, là, je suis bon, là, je suis bon. Voilà. Donc là, de toute façon, on voit bien, il y a toutes les pastilles qui sont parfaitement en face. Hein. Et là, voilà. Là, ça doit être bon. Là, je suis en face ici. Là, je suis en face là. Voilà, nickel. Donc, ici, bah, c'est mis. Ah ben là, il faut faire gaffe de ne pas retoucher derrière. Donc, on recommence. Voilà. Voilà, donc il est mis. Alors, si on craint un peu, on met un bout de scotch et ça ne bougera plus. Hein. Ici, je vais pas le faire. Il suffit juste d'appuyer ici, parce qu'après, on va juste mettre, comme c'est une petite surface, ça va, on n'est pas trop embêté. Si la surface est plus grande, vaut mieux scotcher partout et après être bien concentré sur appliquer le truc. Alors, comme on applique la pâte, ben, il suffit de... Alors, il existe dans le commerce des spatules pour le faire. Moi, j'utilise une carte en plastique comme ça marche très bien. Faut pas se prendre la tête non plus là-dessus. Hein. Ce qui compte, c'est qu'il y a de la pâte à souder dans tous les trous et puis après, ça ira très bien. Donc, ce que je fais, c'est que je vais en mettre un petit peu ici ou là. Le but, c'est, on va pas s'embêter, hein, faut en mettre un peu partout. Là où il y a des trous, essayez d'en mettre directement là où il y a des trous. Ce qui n'est pas... voilà. Hop, un petit peu ici. De toute façon, là, il y en aura trop. Il faut bien voir que, en fait, il en faut étonnamment peu. Simplement, j'en mets plus, ça permet de faciliter le fait de combler et d'étirer la soudure. Après, on aura l'impression qu'en fait, on va enlever quasiment la même chose que ce qu'on a mis. Alors, le but après, c'est évidemment de bien tenir le stencil. Et puis après, ben, c'est simple, hein, on applique comme ça. On regarde bien qu'on remplit bien tous les trous. On le voit très bien, hein, je veux dire, on voit bien que les trous sont plus foncés. Voilà. Quand la pâte à souder est de bonne qualité et puis pas trop vieille, en fait ça comble bien les trous. Hein. Ça fait pas comme quand on fait du plâtre ou ceux qui adorent faire les joints de placo. Ils savent bien que lorsqu'on passe, en fait, ça enlève du plâtre et le trou, enfin les trous sont à moitié remplis. Là, il n'y a pas trop cet effet. Donc là, ce qu'on fait, c'est on le soulève directement, voilà. Et voilà. Donc là, c'est fait. Il n'y a vraiment pas de quoi se prendre la tête. Hein. Ça a été fait vraiment... alors, je vais essayer de zoomer un peu, voir si on voit un peu mieux. Voilà. Bah. Alors, il faut prendre la plaque et ne pas en mettre partout. Alors, ici, bah voilà, on voit bah, qu'il y a de la pâte à souder un peu partout. Alors, il peut arriver qu'on en oublie, hein. Je pense que... Là même, je pense qu'il y a un endroit où j'en ai pas mis. Ici. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Si on a oublié un truc, ben, on remettra un petit peu de trucs, c'est pas très grave. Faut vraiment... En fait, moi, là-dessus,
Je dis, faut pas se prendre la tête. C'est pas aussi compliqué qu'on ne le pense. C'est en fait beaucoup plus simple et beaucoup plus tolérant à, on va dire, l'imprécision qu'on ne le pense. Mais évidemment, faut pas faire n'importe quoi. Mais là, j'ai quasiment tout mis d'un coup, ça a pris 10 secondes, et puis voilà. Donc, maintenant qu'on est dans ce cas, ben maintenant, il n'y a plus qu'à passer au positionnement des composants à la main. Bien, alors, une fois qu'on a mis sa pâte à souder sur le circuit, en fait, on a normalement un temps limité pour le faire. Mais pas de panique, on a quand même une paire d'heures pour le faire. Simplement, ce qui se passe, c'est que le flux commence à s'évaporer tranquillement. Mais franchement, même au bout de plusieurs heures, ça marche tout aussi bien. Donc là aussi, pas de panique avec ça. Mais il est quand même important d'avoir préparé ces composants avant. Hein. Je veux dire par là, ici, j'ai mes sacs avec tous les quelques références. Je n'ai pas énormément de composants là-dessus. Hein. Donc, j'ai quoi? Ici, j'ai les optocoupleurs, enfin les photocoupleurs. Ici, j'ai les MOSFET à déplétion, les capacités 100 nano, voilà, les réseaux de résistance. Puis voilà, quelques trucs comme ça. Résistance d'un cas, voilà. Il y a juste les quelques références qui m'intéressent pour ça. Donc, en fait, après, ben, on y va tranquillement. Et c'est vraiment très simple. On prend d'abord les composants les plus petits. Alors, ici, j'ai dérogé à la règle parce que comme j'ai la caméra qui est en plein milieu, je vais avoir vraiment beaucoup de mal à placer les petits composants en étant sur le côté. Mais bon, l'idée, c'est simplement de placer les composants sur, évidemment, les pads, respecter le sens. Alors, c'est pour ça que la sérigraphie est très importante. Hein. On remarquera que les composants, ici, il y a toujours des encoches qui indiquent où est le 1. Par convention, je mets aussi le nom du composant du côté où il doit être mis. Par exemple, tous les circuits intégrés, moi je les nomme par U quelque chose, par convention. Je mets toujours le texte du côté où ça doit être fait. Je vais mettre un peu de lumière là. Alors, il faut avoir de près, évidemment, sa pince Bruxelles, qui doit être prête à être utilisée. Donc, pince Bruxelles en céramique. Donc, on prend ces composants et on les place tranquillement. Donc, ici, je vais commencer par, pour simplifier les plus gros, parce que ça sera plus facile pour moi de les placer sur le côté. Donc, moi, je vais juste montrer un exemple de placement. Hein, c'est vraiment pas compliqué. Il n'y a vraiment pas de mystère à ça. Simplement, ce que je peux dire, c'est qu'il ne faut pas se formaliser avec ça et avoir peur. Il faut bien voir que, en fait, c'est beaucoup plus tolérant qu'on ne le penserait. Donc ici, par exemple, voilà, j'ai un circuit SO qui est le gros circuit qui est ici. L'orientation est là. Donc ici, j'ai l'encoche. Donc c'est simple. Hein, ici, on va essayer de le placer. Alors, c'est pas évident d'où je suis, c'est vraiment pas évident de le placer. Hein. Donc, comme en plus c'est un composant assez large, la pince Bruxelles est un petit peu petite pour ceci le composant, mais bon, ça ira très bien quand même. Donc, c'est simple. Hein. On le place dessus. Hop, on le pose. D'où je suis, c'est vraiment pas facile. On le pose. Après, on l'aligne. Et puis voilà. Alors ce qu'il faut, c'est appuyer dessus pour qu'il rentre dans la pâte. Voilà. Donc là, il est mis. Voilà, à peu près. Ouais, il est mis. Alors, pareil, le positionnement n'a pas besoin d'être absolument pile poil, parce que de toute façon, la soudure va le replacer. Mais pour que ça ait lieu, il faut quand même souder partout en même temps. Donc lorsqu'on va faire à l'air chaud, il faudra une buse relativement grande pour pouvoir chauffer partout. Parce que si ça ne fait que d'un côté, ça va guère bouger parce que le reste va être tenu par la pâte encore un peu solide qu'il y a là. Donc, vaut mieux les placer correctement. Là, il est bien placé. Après, on continue avec les différents composants. Hein. Alors, l'idéal, évidemment, c'est d'aller dans un sens. En fait, là, je suis passé ici, mais en fait, je vais reprendre de l'autre côté et je vais avancer dans ce sens-là. On choisit un sens. Pour aller, par exemple, aller du fond vers l'avant, ou aller dans le sens comme ça. Pour être sûr, évidemment, quand on est droitier, pour moi, il vaut mieux aller de gauche à droite ou de haut en bas.
parce que c'est plus pratique, c'est pour éviter d'avoir la main qui va se mettre sur la soudure. Donc c'est vraiment plus pratique d'avancer dans le même sens pour éviter de toucher des trucs qui seraient déjà là. Là j'ai placé celui-là parce que c'est le plus gros et c'est plus facile d'où je suis. Après je vais reprendre ici puis je vais placer au fur et à mesure comme ça pour être sûr de ne pas toucher avec la main des trucs qui existeraient. Voilà. Donc faut faire attention de ne pas mettre la main partout. Il faut penser qu'il y a de la pâte à souder un peu partout. Donc faut pas l'oublier. De toute façon, pour ceux qui vont essayer ça, ils vont l'oublier et de toute façon, ils mettront la main dedans. ce sera pas... Bon, ben voilà, c'est tout. Hein. Après, il faudra recommencer. Alors, si vraiment on a merdé, on enlève les composants, on nettoie la plaque, on repasse au stencil. Faut pas se prendre la tête avec ça. Hein. Quand on voit le temps que ça prend, vaut mieux, plutôt que d'essayer de rattraper le coup, d'en foutre partout, d'avoir un truc merdique, on enlève tout et puis on recommence. Hein. Sinon, c'est vraiment se prendre la tête pour pas grand-chose. Alors ici, par exemple, j'ai un réseau de résistance que je vais mettre. Voilà, hop. Alors là, c'est beaucoup plus facile parce qu'il a une bonne taille pour la pince Bruxelles. Ça, c'est trop gros pour la pince Bruxelles que j'ai. En général, on le met à la main. Donc voilà, il est mis, ça ne va pas poser de problème. Voilà, donc placer les composants, on a tout le temps. Il faut bien regarder, alors avec une grosse loupe ou avec, moi j'utilise la Mantis pour ça, avec un moyen confortable de visualisation, plutôt que s'exploser les yeux à regarder de près et tout ça. Même si on a une bonne vue, il vaut mieux passer du temps à regarder quelque chose de précis avec des conditions de confort maximal. C'est pas parce qu'on a 20 ans avec des yeux tout jeunes qui voient très bien de très près qu'on peut se permettre de passer 2 heures à regarder très près, à se fatiguer les yeux. De toute façon, on le paiera plus tard, ce genre de truc. Donc, idéalement, c'est de se mettre dans les conditions les plus confortables, même si on est capable de mettre... moi, je peux encore mettre tous les petits composants ici à l'œil nu sans problème, hein, je veux dire, mais je ne le fais pas. J'utilise la Mantis ou une loupe pour être très confortable. C'est important. C'est vraiment important. Il y a vraiment des choses comme ça qui n'ont rien à voir avec l'électronique, qui sont des trucs que l'on accumule à long terme. Donc, avoir un confort visuel maximal, même si on a des bons yeux, ne pas respirer les vapeurs de soudure, de flux, etc. Parce que de toute façon, on le payera un jour si on passe son temps à faire ça. Les produits nettoyants nocifs qui émettent des vapeurs, c'est pareil. Voilà, ça c'est toutes les notions de toxicologie qui vont autour et de santé en général. Donc, ce que je vais faire, je vais mettre tous les composants, hein, les uns derrière les autres, en vérifiant que je ne me trompe pas. Alors, bien sûr, j'ai ma nomenclature à côté, j'ai un dessin de ça avec les numéros, etc. Donc, il y a juste à mettre les composants. Là, je sais pas, j'en ai peut-être pour 10 minutes à placer tous les composants, et encore, ça va très vite. Hein. Et puis après, on va passer à la soudure. Bien, donc tous les composants étaient placés. Hein, donc, ça se passe assez bien si on prend un peu de patience et d'attention. C'est relativement facile à placer. Alors, quelques détails que je n'ai pas dit avant, bien entendu, mais c'est par habitude, j'oublie de le dire. Alors, évidemment, quand on manipule les composants, c'est bracelet antistatique, hein, surtout que là, j'ai pas mal de MOSFET d'entrée, donc évidemment, il faut faire gaffe aux charges statiques, même pour les circuits habituellement comme ça. Sinon, il n'y a rien de spécial, faut être patient. Ne pas se formaliser trop si la pâte à souder dépasse, etc. Ne pas trop se formaliser sur l'exact positionnement des trucs, hein, on le fait au mieux, hein, sans trop se prendre de tête, parce que quand un composant est assez bien placé et qu'on veut de toute façon le replacer encore mieux, on le fout là où il ne faut pas. Donc on peut facilement péter un plomb là-dessus. Donc quand il est correctement placé, on ne touche plus. Hein. Sinon, bien sûr, on vérifie bien l'orientation des circuits. On prend son temps, on n'est pas aux pièces. De toute façon, la pâte à souder durera suffisamment longtemps. Il n'y a pas de quoi, il n'y a vraiment pas de quoi se prendre la tête avec ça. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est simple. Hein. Il faut souder avec l'air chaud. Donc ce qu'il faut, c'est évidemment un fer à souder à air chaud. Donc, moi, j'utilise ce module-là, ce fer à souder. Alors, bien entendu, ça fait tout de suite bien. Ça fait, j'ai un fer de marque comme ça. Mais franchement,
Ça coûte super cher et ça fait pas mieux que le reste. Pire encore, l'ergonomie de ce truc est absolument insupportable. C'est vraiment un truc vraiment horrible. Donc, les petits fers à air chaud chinois fonctionnent bien. Franchement, ça fonctionne bien. Alors là, il n'est pas branché, évidemment. Donc, il faut que je trouve... qu'est-ce que je pourrais débrancher? En plus, j'ai 3 milliards de trucs débranchés là-dessus. On va prendre ça. Je pense que ça devrait aller. Voilà. Et je remets la lampe. Voilà. Donc, fer à souder à air chaud. Alors, pour ce type de soudure, il est réglé à de tête, je crois, c'est 230 degrés. Hein. Le débit est mis à relativement faible, mais bon. Alors, une chose, bien entendu, qu'il ne faut pas croire, c'est que les composants ne vont pas s'envoler comme ça. Alors ça, c'est quelque chose qu'on a l'impression qu'il va se passer, mais en fait, pas vraiment. Les composants restent bien en place. Ce qu'il faut, c'est qu'il faut souder verticalement. Il faut rester verticalement et tourner autour. Hein. Il est important d'y aller progressivement et de tourner autour de la zone. Et surtout pas aller comme ça, évidemment, là, ça risque quand même de souffler, mais il ne faut pas souffler trop, ça ne sert à rien. Et faut y aller progressivement. Il ne faut pas avoir peur, les composants ne vont pas s'envoler aussi facilement que ça. Donc ici, le truc il a été réglé, alors d'après mes souvenirs, il est à... Non, ça c'est le vide. Donc il est réglé à 5 sur 10. Donc c'est peut-être un peu élevé. Ce que je vais faire, c'est que je vais le régler un peu moins. En général, 3 sur 10 suffit. Donc c'est assez peu, mais ça suffit amplement. Alors, il faut un débit d'autant plus élevé que les composants sont gros, parce que ça permet de chauffer vraiment, d'absorber, de transmettre la chaleur d'une manière plus efficace. Mais ça marche pour les gros composants. C'est sûr que quand on souffle à mort, les petits composants risquent quand même de bouger. Donc, il faut rester relativement modeste là-dessus. Alors ici, j'ai une buse moyenne qui doit faire 8 mm d'ouverture, ce qui est relativement gros, mais ça va très bien. Hein. Alors, il est important, évidemment, d'avoir son stock de buses. J'en ai avoir là-bas tout un lot. Il y a des petites fines pour des tout petits. Ça, c'est à peu près universel. Voilà. Donc, évidemment, ça fait beaucoup de bruit. Hein, donc, on doit l'entendre. Mais bon, maintenant, c'est très simple. Hein. Donc, je vais replacer ça. On va voir comment ça se passe. Je vais essayer de me mettre le plus près possible. Comme je ne suis pas très équipé pour voir vraiment ce qui se passe de près, je vais essayer de le faire le mieux possible. Je vais zoomer au maximum. Voilà. Je vais essayer de relever un peu ça parce que ça va être... Voilà. Donc on va y aller tranquillement. Donc on part... je vais essayer de mettre la caméra déjà dans la zone où je vais commencer. Je vais commencer en haut là-bas. Comme j'ai le micro et tout ça à côté, il ne faut pas que je crame tout. Donc voilà, en fait ce qu'on fait, c'est qu'on approche en tournant petit à petit. On approche. Et au bout d'un certain temps, en fait, ça va fondre. Voilà, on voit très bien que la soudure commence à fondre. Les composants vont se placer tout seuls. Par simple équilibre entre les tensions superficielles des différents pads. Donc on s'occupe de chaque composant, l'un derrière l'autre, tranquillement. Et tout seul, ils vont se placer, sans souci. En fait, on est très étonné en fait à quel point ça se fait facilement. En plus, avec la soudure basse température, vraiment l'opération vraiment se fait, mais d'une manière vraiment sans prise de tête. Donc, on peut continuer. Maintenant, avec un circuit, mais dans ce cas-là, il faut tourner autour. Voilà. S'il y a des ponts, il ne faut pas se prendre la tête. Alors là, on voit bien que le circuit, il bouge, et il va se placer tout seul. Alors, une fois qu'il s'est placé, on passe à celui d'à côté. Il y a un réseau de résistance. Voilà. Ça s'est placé. Ensuite, le gros circuit, là, il faut tourner autour. Comme on est à des températures suffisamment basses, en fait, on n'est pas trop embêté avec des problèmes de surchauffe. On n'est vraiment pas trop embêté.
Il faut vraiment prendre son temps et puis que les soudures soient bien faites. Après, il ne faut pas se formaliser non plus. S'il y a une soudure qui n'est pas tout à fait faite correctement, un coup de fer à souder après coup fera l'affaire. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Voilà, hop. Ça va vite, hein, ça va bien. Hein. Surtout avec cette soudure-là, franchement, on s'enlève un paquet de problèmes. Et on y va quand même très zen. On est beaucoup moins emmerdé qu'avec les soudures, alors surtout les soudures à l'étain. Ça, je déconseille. Hein. Je déconseille de travailler avec la soudure à l'étain pure, parce que ce sont des soudures très difficiles à gérer. Voilà, donc là j'ai fait cette partie-là. Bon, après je peux pas aller plus parce que j'ai mis, enfin je vais avancer. Parce que comme j'ai l'appareil photo juste devant, c'est pas évident. J'essaie de montrer au mieux ce qui se passe. Voilà, c'est bon. Oh, on voit que ça se fait tout seul. C'est vraiment. On voit bien que les composants s'envolent pas. Hein. Au contraire, ils se placent très bien. Voilà. Ensuite, on va faire cette zone là. Alors évidemment, après on inspecte, on regarde si tout s'est bien placé. Il peut arriver qu'un composant ne soit pas très bien placé. Bon ben c'est tout, on le reprend et puis voilà. Donc c'est franchement le but vraiment de cette vidéo là, c'est de démystifier un peu ces opérations là qui pourraient faire peur a priori à ceux qui ne l'ont jamais fait. Mais en fait, c'est incroyablement simple par rapport à l'image qu'on pourrait s'en faire. Et ce style de, on va dire, de mini électronique est relativement confortable. Mais quand même nettement moins embêté par rapport à ce qu'on pourrait croire. Alors après, il y a des pièges lorsqu'on a des très gros composants. C'est sûr que lorsqu'on doit s'occuper de faire des gros composants, des systèmes BGA ou des choses comme ça, il faut vraiment être équipé. Je déconseillerais a priori de faire des trucs avec des gros FPGA comme ça, même si c'est faisable. Hein. C'est tout à fait faisable, mais il faut vraiment faire attention, préchauffer les plaques, être sûr de ce qu'on fait. Parce que, par exemple, ce que je fais là, je ne pourrais pas le faire avec, par exemple, des BGA qui ont déjà des boules de soudure. Voilà. Ok, donc là c'est fait. Bah, écoutez, il n'y a pas trop de soucis. Bon, moi je vais vérifier au microscope, avec la Mantis, voir si tout est bien fait. Mais moi je pense qu'il n'y a pas de problème a priori. Hein. Je pense que tout est correct. Hein, ça se fait tout seul. Voilà. Faut voir à quelle vitesse. Là, ça a pris quoi, 1 minute 1 minute et demie pour tout souder d'un coup. Voilà, c'est fait. C'est marrant, c'est que le matelas a fait assez bosselé. Bon, c'est pas grave. Voilà. Donc. Voilà, c'est tout. C'est pas très impressionnant, hein, et en fait, c'est quasiment le résultat assuré à chaque fois, surtout avec ces soudures-là. Donc, je disais, s'il y a certains composants, je ne pourrais pas utiliser ce style de soudure parce qu'ils ont déjà eux-mêmes de la soudure incorporée, comme les boîtiers BGA qui ont déjà des billes de soudure. Donc, à moins de virer les billes et en remettre avec ce style de soudure basse température, on ne peut pas utiliser autre chose que de la soudure à l'étain faite pour ça. Donc ça, évidemment, il faut faire attention. Une autre chose très importante quand on utilise ces soudures-là, donc la soudure basse température ici, c'est qu'il faut faire attention d'utiliser des composants qui ne sont pas eux-mêmes étamés avec de la soudure au plomb. Si on a des vieux stocks de composants dans un coin, ou qu'on récupère à pas cher un stock on ne sait pas où, il y a de possibilités, de fortes chances que les pattes soient pré-étamées avec de la soudure au plomb. Donc ça, il faut faire attention parce qu'elles risquent de polluer les soudures. Donc là, ce sont des composants achetés récemment qui sont tous sur les normes RoHS ou des choses comme ça. Donc on a peu de chances d'être emmerdé avec ça. D'ailleurs, on peut regarder, les soudures sont bien brillantes, il n'y a pas de... Voilà. La soudure à l'étain, elle est beaucoup plus pénible parce qu'elle est naturellement mate et il est difficile de repérer une soudure sèche d'une soudure pas sèche parce qu'elles ont des aspects un peu mat, moins vraiment visibles qu'une soudure de ce genre. Donc voilà.
Alors évidemment, là j'ai une face, il y a l'autre qui va suivre derrière, hein, c'est le même genre, hein, c'est la même en symétrique quasiment. Donc voilà, c'est très facile à peupler. Il y a quasiment peu de chances de faire des erreurs ou des ponts. Après, il suffit de regarder, enlever les ponts. Comment enlever les ponts là-dessus? C'est simple. Il faut aller prendre, évidemment, du flux, mettre du flux et passer un coup de fer à souder dessus pour enlever les ponts. Ça va tout seul. Vraiment, à ce niveau-là, c'est vraiment pas compliqué. Mais il faut quand même bien vérifier qu'il n'y a pas de pont et que tout est correct. Bon, après, il y a l'inspection à faire. Et puis après, on finit de peupler le truc. Et puis après on câble, et puis après on teste. Voilà, donc c'était juste pour montrer un peu comment ça se passe pour faire du prototype rapide en CMS. Franchement, il y a beaucoup de choses auxquelles on aurait peur, mais en fait ça n'arrive pas. Tout se passe grâce au flux et aux tensions superficielles des soudures. Et puis voilà, une bonne pince à épiler. Alors bien entendu, quand on veut faire du CMS avec des grandes surfaces, avec beaucoup de composants, alors c'est difficile de prendre des composants comme ça, c'est très long. Alors on utilise, si on peut investir parce qu'on fait du volume plus important, on investit dans une ventouse qui va prendre les composants. C'est-à-dire qu'on fait du pick and place manuel. Et pour ceux qui vraiment font de la production, ce sont des machines qui vont poser ça. Mais quand on le fait à la main, qu'on a par exemple un projet spécifique, comme par exemple ceux qui connaissent le site de Mike Electric Stuff, lui il fait des projets uniques on va dire, je sais plus comment on appelle ça, mais disons ce sont des sortes de démonstrations visuelles pour des expositions, ce sont des choses faites une fois, mais avec des grandes quantités de LED par exemple. Et donc il est obligé d'assembler, lui, il assemble ses cartes, et il est obligé de prendre par exemple des milliers de LED et puis de les positionner sur des trucs, et avec la pince à épiler ça devient vraiment pénible. Donc lui il utilise une machine à air qui aspire le composant et qui vient le placer et qui le relâche. Parce que faut pas oublier que là, à force d'utiliser la pince, il y a de la soudure qui va venir dessus, elle va commencer à coller. Et quand on lâche le composant et le composant reste collé sur la pince, ça a vite fait de devenir extrêmement agaçant. Donc il faut penser à nettoyer la pince régulièrement. Ça, mais de toute façon, on l'apprend vite, à force de le faire. À un moment, on a les composants qui collent dessus et on le met, et puis en fait, on le lève et puis il revient, ou il se met debout, et puis là, on commence à péter des boulons, et on apprend très vite le truc. Mais sinon, franchement, ce n'est que du bon sens. Quand on utilise des plaques dorées comme ça, avec de la soudure basse température, on enlève un paquet vraiment de contraintes et de dangers que l'on aurait avec des soudures conventionnelles. Et comme on l'a vu, en fait, il n'y a pas de fumée. Parce que là, je n'ai pas mis en route l'aspiration, évidemment, parce que déjà, ça fait déjà beaucoup de bruit avec le fer à souder. Mais en fait, il n'y a pas eu de fumée. Je n'ai pas vu de fumée. Ça ne sent absolument rien dans la pièce. Et c'est vraiment beaucoup, beaucoup plus sain, entre guillemets, je mets quand même des guillemets, que de souder d'une manière conventionnelle. Donc voilà, température 230 degrés sur le fer à souder. L'air j'ai mis 3 sur 10, donc assez faible. Une buse de 8 mm et c'est parti. Ça donne un peu une indication de ce que j'utilise pour faire ça. Voilà, j'espère que ça aidera ou ça fera passer quelques personnes qui voudraient se lancer là-dedans mais qui n'osent pas. Ça les permettra de passer à l'acte directement et puis finalement de trouver que maintenant il est beaucoup plus simple de faire du CMS, beaucoup plus rapide que de faire du trou traversant. Avant je ne faisais que du trou traversant, le CMS c'était à reculant et encore. Maintenant je n'utilise plus de trou traversant à part pour les connecteurs parce que ça c'est une chose, moi je fais systématiquement tout ce qui est connecteur, surtout par exemple des connecteurs USB. Alors tous ces petits connecteurs à la con, je bannis immédiatement toutes les versions qui sont en CMS. C'est trop fragile. Quand il y a un connecteur, il faut au moins qu'il y ait une soudure des deux côtés pour augmenter considérablement sa fiabilité. C'est très très important. C'est pour ça que le CMS, je ne l'utilise que pour les composants, mais certainement pas pour des trucs mécaniques comme des connecteurs. Autant se faire se peut. Des fois on ne peut pas. Quand il s'agit de tout petits connecteurs haute fréquence, évidemment, on ne peut pas faire autrement. Et voilà, donc j'espère que ça va aider certaines personnes et donner l'impulsion pour qu'ils fassent leur propre projet avec ce style de composant.